Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café Weekend. On se repose, on est sur un format un petit peu plus détendu, un petit peu plus cool. On est un peu moins speed, mais je sais pas, on va voir. On a des sujets qui sont hyper intéressants à suivre. On va beaucoup parler de matériel, de puces, de composants, notamment du mariage, ou plutôt du rachat d'ARM par Nvidia, dont on a déjà parlé dans des épisodes de Tech Café, qui sent de plus en plus le sapin, c'est la période en plus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, toujours enthousiaste, et je retrouve toujours avec un immense plaisir pour ces petits week-ends Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ben oui, écoute, ça va, on a un petit épisode week-end tranquille. Alors, les sujets cool, je sais pas en fait, hein. C'est vrai que c'est des sujets un petit peu... Intéressants, voilà. Mais parfois anxiogènes, c'est vrai. Parfois anxiogènes. Ben justement, on va commencer tout de suite Guillaume, parce qu'on a ARM, donc cette société britannique qui dessine, on va dire, les architectures des processeurs, notamment les processeurs à vocation et à philosophie mobile, sur lesquels Nvidia avait voulu mettre la main l'an dernier, je crois, si je dis pas trop de bêtises, sauf que depuis, les voies de la régulation se multiplient pour aller à l'encontre de ce rachat, Guillaume. Ouais, l'acquisition de ARM, donc... alors ARM, c'est la boîte qui conçoit la quasi-totalité des puces portables, et une part de plus en plus importante, en fait, à des puces pas portables, et donc elle était sur la liste du Papa Noël de Nvidia. Enfin, sur Quand sa tu liste... dis qu'il conçoit, c'est quelque part dessine les modèles en fait, un petit peu quelque part. Oui, alors... Concevoir est un mot un peu vague pour... Oui, c'est peut-être vague, effectivement, c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que bon, quand vous fabriquez un microprocesseur, en fait, oui, effectivement, il y a plusieurs trucs. D'une part, il y a le langage du microprocesseur, la manière dont il fonctionne, quel langage il parle. Et après, il y a la manière dont il est fait, c'est-à-dire la manière dont est implémenté ce langage. Et dans la manière dont est implémenté ce langage, il y a aussi plein de fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez mettre, plein d'optimisations que vous pouvez mettre pour que justement ça s'exécute plus vite, etc. Donc voilà, c'est l'implémentation matérielle de ce truc-là. Donc le langage, ce qu'on appelle Lisa, donc ARM, c'est un langage, enfin dans le sens où c'est des processeurs qui parlent une certaine langue. Donc voilà, ARM V9 par exemple, qui parle une certaine langue. Et en plus, ARM, il donne ce qu'on a des plans. Donc des plans comme Cortex, par exemple X2 ou Cortex A510 ou ce que vous voulez. Et ces plans, en fait, c'est des plans de processeurs qui sont tout prêts et vous pouvez les donner à quelqu'un qui saura quoi en faire. Donc il saura fabriquer le processeur. Et donc quand vous le donnez, il produira une puce fonctionnelle. Donc ARM, il fait les deux. Hein. Il fait à la fois Lisa, il fait aussi les plans du processeur, et puis bon, évidemment, c'est des plans modulaires. Hein. Vous pouvez avoir envie d'un cœur plus ou moins puissant, vous pouvez avoir envie d'un truc qui fait des calculs parallèles pour l'IA, vous pouvez avoir envie d'une carte graphique, vous pouvez avoir envie de plein de trucs. Et puis tout ça, ARM vous le facture, hein. Vous prenez ce que vous voulez, ARM vous le facture. Et donc ARM conçoit, quand je dis qu'il conçoit la quasi-totalité des puces portables et une part de plus en plus grande des puces qui ne le sont pas, c'est que votre téléphone, c'est une puce qui donc non seulement parle le ARM, mais qui aussi, dans le plan, effectivement, le plan d'ensemble a été fabriqué, a été conçu par ARM. C'est vrai aussi pour les iPhones, c'est vrai désormais pour les ordinateurs Macintosh, c'est vrai pour certains Chromebooks. C'est vrai pour la Switch, c'est vrai pour plein de trucs, c'est vrai pour une infinité de puces qu'il y a dans les montres, dans les voitures, dans l'électroménager, ce que vous voulez. Donc, tout ça, c'est pour dire à quel point ARM est omniprésent quelque part. Hein. Et donc, Nvidia l'avait mis sur sa liste de Black Friday, hein, il comptait l'acheter en solde pour 40 milliards de dollars. Une affaire... Dont une part en action, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il s'arrange, il s'arrange toujours, bien sûr, mais bon... Mais ce qui fait que comme Nvidia a pris de la valeur, dans le temps, ce rachat rapporte de plus en plus cher. Oui, mais ARM aussi évolue, hein, et c'est plutôt une boîte qui marche, ARM, je pense quand même. Bon, à tous les cas, ça inquiète donc ce genre de truc, puisque ARM, lui, ne construit rien. Il construit aucun appareil lui-même, tu vois. Ils vendent des designs à des gens qui n'ont pas les moyens de créer les designs eux-mêmes, pas les moyens, le temps, hein, parce qu'il faut, évidemment, c'est énormément de travail de concevoir au transistor près un processeur, c'est énormément de boulot, vous imaginez. Donc évidemment, les gens, soit ils peuvent le faire eux-mêmes, il y en a qui le font eux-mêmes, comme Intel, hein, bien sûr, ou AMD, et puis la plupart des gens le font pas, et donc comme ils le font pas, ils achètent directement les trucs chez ARM. Après, il y a des gens qui font un petit peu les deux, comme Apple qui conserve Lisa ARM, mais qui conçoit ses puces lui-même.
Donc voilà, c'est après, tout est possible, hein, toutes les combinaisons sont possibles, on va dire. Mais bon, Nvidia, lui, c'est différent. Parce que lui, il fait plein de trucs. Il fait des cartes graphiques, il fait des systèmes pour voitures autonomes, il fait des super ordinateurs, il fait des puces pour consoles de jeux. Il ratisse large, lui. Hein. Et comme il est partie prenante dans plein de marchés, évidemment, le voir acquérir la boîte et qui fournit tout le monde, y compris des rivaux actuels ou futurs, hein, bah c'est inquiétant. Donc Qualcomm, Microsoft, Google s'étaient déjà exprimés contre, comme l'autorité de la concurrence anglaise d'ailleurs, et l'Europe demandait une enquête, ainsi que la FTC américaine. Et ben finalement, c'est elle qui va aller le plus loin, puisqu'elle va aller directement au clash, en justice, pour bloquer le processus d'acquisition. Alors, c'est certain que l'acquisition de ARM par Nvidia aurait été un conglomérat d'une puissance énorme, hein, phénoménale. Puisque déjà, bon, faut voir que Nvidia utilise ARM déjà dans ses produits. Donc il n'aura même plus besoin de se payer de licences, enfin il l'aura peut-être fait, mais bon voilà, ça aurait été complètement circulaire, il n'aura même pas eu besoin de se payer des licences pour les systèmes sur puces embarqués qu'il fait, pour ses DPU. Bah, il veut faire des puces pour data center, probablement se débarrasser complètement d'Intel. Donc il n'aura même pas eu besoin voilà, d'aller bien loin. Hein. Et puis bon, évidemment, il aurait toutes les informations sur ses concurrents aussi, sur ses concurrents directs, puisque ses concurrents lui achètent des trucs, à lui directement. Mais donc ça veut dire qu'il peut très bien savoir des informations stratégiques sur ses concurrents, tu vois, quel concurrent utilise quoi, qui va utiliser quoi, quand, quelle quantité, etc., etc. Et donc, il faut voir aussi que ça pourrait faire baisser la motivation de ARM pour faire des puces compétitives avec l'offre de Nvidia aussi, tu vois, parce que sinon il se concurrencerait lui-même. Donc voilà, il pourrait lui réserver les meilleurs designs, même si ça sera un petit peu voyant, j'avoue. Mais bon, en gros, il faut le dire, hein, c'est une source de maux de tête permanent en termes de concurrence, hein, et la FTC veut éviter tout ça en coupant court. Court à la cour, hein, ils veulent aller carrément à la cour pour couper court. Alors, comme c'est un procès, c'est pas gagné, hein, toutefois Nvidia maintient que c'est bon pour la synergie, enfin c'est bon pour l'industrie, de faire une synergie entre ces technos et ARM. Voilà, ça, et plus évidemment. Et ils promettent depuis le début, en plus, de laisser garantie quelque part cette ouverture de ARM pour l'ensemble des concepteurs de puces qui s'appuient sur les architectures. Oui, bien sûr, bah, il promet, comme il a toujours fait. Forcément. Bah oui, t'imagines. Il promet de respecter une neutralité scrupuleuse, évidemment, si ça se faisait, lui, bien sûr. Après, malgré les bonnes intentions, on a souvent vu qu'il faut beaucoup de force de caractère, beaucoup de force mentale pour résister à la tentation d'exploiter ses avantages. Ah oui. Moi, j'ai du mal. Hein. Donc bon, voilà, c'est quand même mal barré hein, pour Nvidia, même si c'est pas totalement perdu. Donc voilà, comme je l'avais déjà dit. Et du coup, c'est SoftBank qui pourrait perdre finalement cette opportunité de gagner un sacré paquet de fric qui est derrière ARM et qui pourrait passer à côté de 80 milliards. Je crois, hein. Au départ, c'était 40 milliards, mais du coup, avec la valorisation maintenant d'Nvidia et le fait qu'il y avait une part d'action, je crois que ça monte à beaucoup plus maintenant le montant du rachat. Donc, ce serait magnifique. Écoute, je sais pas. En tous les cas, moi, j'avais dit déjà, bon, de toute façon, même si ARM et Nvidia se marient, qui se marient, sont heureux, ils forment un couple fusionnel hein, au détriment de tout le monde, bah, ça peut aussi être l'occasion de promouvoir d'autres types de puces, comme le RISC-V par exemple. Le RISC-V, c'est un design de puce open source qui est accessible à tous, donc, puisqu'il est open source. Et à ce propos, en parlant de très gros pays qui sont pas des clients ARM en général, la Chine est en train de prendre tous les risques sur ce risque, hein, si j'ose dire, en bon amateur de calembour facile et modeste. Elle est belle. Donc c'est la Chinese Academy of Science planche sur les processeurs RISC-V haute performance, c'est-à-dire capable de faire tourner des PC, des stations de travail, des serveurs, et ils promettent des nouveaux modèles tous les 6 mois. C'est monstrueux, c'est le double du rythme annuel qui est déjà rapide hein, et pas facile à tenir de l'industrie des semi-conducteurs. Faut dire que ce risque, il part de plus bas. Évidemment, hein, parce que autant ARM et Intel sont des architectures anciennes, qui sont déjà énormément étudiées et optimisées, autant RISC est très jeune. Les premiers protos datent de 2013. Alors qu'Intel, il fait des puces depuis 50 ans. Hein. Quand je dis 50 ans, c'est vraiment 50 ans, parce que le 4004 date de 71. Donc on est vraiment dans le cinquantenaire du premier processeur Intel. Donc RISC-V a donc besoin d'amour hein, et de temps hein, pour qu'on se penche dessus, pour en faire une architecture compétitive avec ARM et Intel. Alors évidemment, ça arrangerait énormément les Chinois, hein, dont le but est ouvertement non seulement d'avoir une souveraineté technologique, mais carrément d'avoir la suprématie technologique. C'est qu'ils ont... je crois que c'est 2040 leur horizon superpuissance. Oh, j'ai absolument pas en tête cette ambition. Ils ont un objectif superpuissance pour 2040 ou un truc comme ça.
Donc voilà, superpuissance, ça veut dire le pays le plus puissant du monde, et voilà, les États-Unis derrière, quoi. Donc effectivement, développer leur propre architecture, c'est un pas dans cette direction. Après, il faudra aussi les produire, ces architectures. C'est vrai que dans ce domaine, la Chine est encore un petit peu loin derrière. RISC-V, les origines, c'est aux États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a plein d'entreprises qui sont derrière, dont Nvidia, non? Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, en fait, RISC-V, oui, c'est un truc c'est sorti des universités américaines, entre autres, mais c'est vrai que c'est un consortium de plein de pays, de plein d'acteurs qui veulent faire émerger une architecture libre. Donc parce que ARM, c'est une architecture ARM Intel, c'est des architectures qui sont rattachées à des marques, hein, donc ils sont là, il faut les acheter. Hein. Alors que RISC-V, non, si vous voulez vous produire un processeur RISC-V et que vous avez les moyens techniques de le fabriquer, vous avez rien à payer, vous avez juste à et surtout vous pouvez le modifier. Si vous pouvez le modifier à votre sauce, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un truc, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui prend des vecteurs de 2048, vous pouvez le faire. Hein, c'est à vous de voir, vous vous débrouillez. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc oui, il y a plein de gens qui sont derrière. Officiellement, tout le monde est un peu derrière, d'ailleurs, hein, plus ou moins. Pour l'instant, c'est pas vraiment un danger pour ARM, mais ça pourrait le devenir très vite. On va parler un petit peu d'Intel, qui discute avec TSMC, qui, comme son nom, et si vous ne le saviez pas, l'indique, est à Taïwan, et évidemment, en spectre derrière, un affrontement entre la Chine et les États-Unis pour l'autonomie de Taïwan, ou peut-être son raccordement à la Chine dans un avenir, Guillaume? Ouais, ça vient effectivement d'une sortie de Pat Gelsinger qui a dit un truc qui a pas trop plu à TSMC. Le CEO d'Intel, le nouveau CEO. Tout à fait, le nouveau PDG d'Intel. Bon, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est fabriqué en Chine. Et puis c'est pas tout à fait vrai. Tout est assemblé en Chine, mais en matière de semi-conducteurs, en fait, la Chine en produit pas tant que ça. Donc si on regarde des chiffres, les derniers chiffres que j'ai trouvés sur semiconductors.org, qui m'a paru être sitôt sérieux, et bien dans le truc. Donc si vous trouvez le document, ça montre que la part de la Chine augmente, hein, c'est vrai, mais qu'elle est actuellement à 15%, donc c'est à peu près équivalent à celle du Japon. Je m'imaginais que c'était beaucoup moins en fait. Ok. Si quand même, mais Mais attends, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Donc, si on prend donc la production globale de semi-conducteurs, il y a 15% pour la Chine. Taïwan et la Corée du Sud ont 22 et 21% du marché. Ensuite, il y a les États-Unis avec 12% et l'Europe avec 9%. Donc déjà, ça montre l'importance de Taïwan dans le jeu, parce qu'il y a quand même 22% de la production mondiale. Mais en fait, c'est encore pire que ça, parce que là, on parle de production globale, tous segments confondus. Mais si on s'intéresse au haut de gamme, donc à l'état de l'art, en matière de la production de puces, les meilleures puces, les plus rapides, les puces qui vont typiquement dans les téléphones portables, les PC, les serveurs haute performance, etc., là, c'est beaucoup plus resserré, parce qu'en fait, il n'y a que 3 acteurs. Et parmi eux, TSMC, le taïwanais, est le plus avancé. Samsung est pas loin derrière, mais un peu en retrait. Et Intel est encore derrière, encore plus en retrait. En ce qui concerne les performances par watt. C'est ça la métrique, en fait. De toute façon, au plus tu as la performance par watt, au plus tu peux faire des puces puissantes à énergie donnée, quoi. Donc globalement, voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Et clairement, TSMC devant, Samsung derrière et Intel encore derrière. Donc, puisque les puces haut de gamme sont aussi les plus chères, TSMC représente à lui seul 53% du chiffre d'affaires mondial de la production de puces. Du coup, c'est énorme, effectivement. Et oui, parce que le budget, le marché du semi-conducteur mondial, c'est dans les 400 milliards de dollars par an. Et c'est en augmentation. Et donc, de ce chiffre d'affaires-là, le chiffre d'affaires de TSMC, c'est 53% du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est vraiment démesuré, complètement. Alors, le deuxième, en plus, c'est Samsung, donc avec 17% seulement du chiffre mondial. Donc le poids de Taïwan est énorme. Donc TSMC déjà, mais en plus, il n'est pas seul. Parce qu'il y a UMC aussi, par exemple. UMC est aussi taïwanais, il pèse quand même 7,3% du chiffre mondial. Ce qui veut dire que Taïwan pèse plus de 60% du chiffre d'affaires mondial. Il héberge, plus de 60%. Du chiffre d'affaires mondial du semi-conducteur. Donc voilà, et le premier chinois, en fait, c'est SMIC. Il a 5% seulement de ses chiffres d'affaires. Donc, en gros, pour l'instant, la Chine ne sait pas faire des puces qui sont meilleures que du 10 nanomètres par là. Donc, ça veut dire, tu vois, il y a différence. C'est-à-dire, la Chine produit plus que 5%, mais elle produit des puces qui sont pas de haut de gamme, en fait. Elle produit des puces qui sont beaucoup plus modestes et qui sont utiles aussi, attention, hein, c'est pas la question, mais si on regarde dans le haut de gamme, la segmentation est très différente. Donc, pour le moment, la Chine, elle est à peu près autour du 10 nanomètres.
Donc SMIC, c'est SMIC qui fait ça. Donc SMIC, en fait, ça veut dire Semiconductor Manufacturing International Corporation, un truc comme ça, je crois. Donc c'est une boîte qui est jeune, en fait, puisqu'elle a 21 ans. Et c'est la plus avancée, je crois, dans la production du pays. Évidemment, c'est la Chine, donc bon, voilà. Il y a d'autres fondeurs, en fait, il y a d'autres fabricants, mais je crois que c'est lui le plus avancé. Et donc, ils ont un process 14 nanomètres et un process qui s'appelle N+1. Et c'est ce process N+1 qui apparemment serait comparable au 8 nanomètres Samsung, d'après ce qu'on a dit, ce qui ferait donc très légèrement mieux que le 10 nanomètres de TSMC. Bon. Ok, tout ça pour dire, 10 nanomètres de TSMC, c'est 2016. Donc, du point de vue des Taïwanais, la Chine a donc à peu près autour de 5 à 6 ans de retard. Et on rappelle que les puces top moumoute d'Apple, là, les M3 qui arrivent et qui sont déjà en test, elles sont en 3 nanomètres. Et elles ont une sortie en grand volume, prévue pour 2023. Donc 6 ans de retard, c'est beaucoup. C'est même énorme, parce que pendant que tu travailles à combler ton retard, les autres, ils continuent à avancer. Du coup, ça avance. Et oui, ils avancent le plus vite possible, d'ailleurs, à coup de dizaines de milliards. Donc à moins d'accélérer énormément, dans 6 ans, la Chine aura encore 6 ans de retard. Donc Taïwan a une valeur symbolique et politique, évidemment, mais il a aussi un poids stratégique immense. Et donc on comprend pourquoi Pat Gelsinger, donc le PDG d'Intel, mentionne donc les fameux 27 avions là, qui ont pénétré l'espace aérien taïwanais en disant que c'est pas de nature à rassurer. En plus, c'est le dernier épisode d'une longue série, c'était il y a une semaine. Depuis la dernière. Oui. Non, je disais, c'est probablement pas la dernière. Mais il y aura absolument probablement une multiplication. Absolument, puisque depuis, événements. il y a 9 autres avions qui se sont baladés, ça devient du tourisme à ce niveau-là. Il y a aussi des navires qui se pressent à des endroits où ils devraient pas être. Enfin, devraient pas être. Je me comprends. Ils sont pas censés être là pour des raisons normales, les navires. Enfin bref, ouais, autant Taïwan, ça chauffe un peu. On voit un peu. Bon. En tous les cas, Pat dit en substance que, enfin non, même explicitement, que Taïwan n'est pas stable. Bien sûr, et que donc c'est pas une source sûre d'approvisionnement, et donc il s'en sert comme argument pour pousser à démultiplier les capacités de production américaines. Donc Intel, j'avais déjà dit plein de fois, investit massivement. Alors, il profite évidemment de crédits d'impôt et de subventions pour ça, donc comme Samsung qui va construire une énorme usine au Texas dont on avait parlé. Et bon, évidemment, le chairman de TSMC est pas d'accord. Déjà, je cite, eux ils disent pas du mal des autres compagnies. Sous-entendu... Non, ça va, au calme, on est bien. Nous, on dit pas de mal. Sous-entendu, Intel, lui, il dit du mal. Donc, mais clairement, ça n'a pas plu. Et bon, surtout, il rajoute qu'il ne croit pas que les tensions géopolitiques à Taïwan allaient affecter les capacités de production. Alors, évidemment, sans doute pas, TSMC, c'est une poule aux œufs d'or. TSMC, personne ne va la tuer. Chinois, Taïwanais, évidemment, certainement pas. Mais bon, Taïwan, c'est une situation bordélique. D'ailleurs, je sais pas comment font les politiques là-bas. Sans déconner, je comprends pas. Déjà, j'ai du mal à comprendre vraiment comment ça marche. Mais tes politiques là-bas, tu dois ménager la chèvre et le chou. Enfin bon, bref. Parce que la Chine considère que Taïwan est une de ses provinces. Absolument. Oui. Une province qui, dans les faits, est quand même bien autonome. C'est une démocratie, c'est une république. La population est majoritairement, surtout chez les jeunes d'ailleurs, hostile à l'idée d'une réunification avec la Chine continentale. Ce qui veut dire que, donc, dans leur tête, ils sont pas du tout unifié avec la Chine continentale, alors que dans la tête des Chinois continentaux, c'est une province. Et d'ailleurs, officiellement, les États-Unis ne contredisent pas la Chine. Mais dans les faits, tout le monde considère Taïwan comme un pays. Il a même été mis sur la liste des alliés majeurs de l'OTAN par George Bush, en 2003, je crois. Donc, en plus, on s'en souvient, c'est pas longtemps, Donald Trump a indirectement interdit à TSMC de fournir Huawei, avec ses sanctions contre Huawei, ZTE, etc. Donc Huawei, le chinois, est suspect, mais TSMC, le taïwanais mais chinois dans la tête des Chinois, en tout cas, ne l'est pas du tout, puisqu'il équipe le monde entier, États-Unis compris, et ça tourne au calme. Donc, qu'est-ce qui se passe si TSMC devenait vraiment chinois, après une réunification, donc, avec Taïwan? Donc ça veut dire que tous les iPhones seront équipés par des puces fabriquées en Chine, vraiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait blacklister TSMC. Blacklister TSMC, c'est pas possible, parce que voilà, on l'a dit, 53% je crois des puces haut de gamme mondiale, non, ils peuvent pas. Il faut bien que quelqu'un les fabrique, ces puces. Donc voilà. Parce que bon, malgré le Made in China, qui a tout sur toutes les boîtes, en fait, Made in China, oui, mais non, la puce elle est faite à Taïwan, elle est pas faite en Chine, et ça fait une grosse différence. Donc c'est quand même tendu, quand même, puisque bon, d'un côté il y a la création d'Ocus et compagnie, de l'autre il y a le porte-parole de l'armée chinoise, la People Liberation Army, qui dit ouvertement avoir un objectif ambitieux de modernisation de l'armée pour, je cite, fournir à Pékin des options crédibles en cas de conflit à Taïwan. Bon, ok. Donc ouais, c'est une ambiance pas super géniale.
qui n'a pas l'air de s'améliorer, mais bon. Et donc, de fait, Pat Gelsinger va devoir... va avoir de quoi discuter, disons, avec TSMC, avec les patrons de TSMC. Alors, il y va aussi directement parce qu'il doit parler de leur deal beaucoup plus terre à terre, hein, pour sécuriser des chaînes de production de 3 nanomètres pour leur prochain Meteor Lake. Donc, pour le moment, les chaînes sont trustées par Apple, hein. C'est un petit peu toujours le souci. Donc, il va aussi parler du N2, probablement. Donc, c'est une première, hein, pour Intel, hein, qui va sans doute intégrer des modules à lui, donc en Intel 4, avec des modules TSMC en 3 nanomètres en 2023. Donc voilà, et ça peut être chaud pour Intel et Apple, d'ailleurs, parce que pour l'instant, la production en volume est encore difficile sur le 3 nanomètres. Donc ils pensent qu'ils pourront tourner à 40 000 wafers par mois en 2023, et encore, bon voilà, c'est pas exactement quand. Donc voilà, c'est une affaire compliquée, comme vous voulez. La pénurie des composants est probablement pas prête de totalement se calmer. Et c'est vrai que c'est à la fois captivant et inquiétant ce qui se passe du côté de Taïwan, parce que, encore une fois, il y a évidemment des mouvements d'aviation militaire, de bateaux militaires. Il y a pas mal de choses qui tournent autour. Là aussi, alors si vous ennuyez des vidéos de GTA que vous n'avez plus sur YouTube, qui vous faisaient bien rigoler parce que les bugs sont corrigés, vous avez probablement des vidéos autrement plus intéressantes et intelligentes dans le fond à regarder, qui concerne la géopolitique autour de Taïwan. Allez-y, il y a des vraies pépites. Tu disais 9%, hein, c'est ça, si j'ai bien retenu le chiffre, de part de marché pour l'Europe pour les composants, ce qui me paraissait important, mais bon. Et en tout cas, il y a des volontés de mettre en place des vraies stratégies autour des composants en Europe, Guillaume. Ouais, c'est ça, on a à peu près 9% des semi-conducteurs mondiaux et aucun dans le secteur du haut de gamme, hein, voilà, ça c'est clair. Mais on veut que ça change, donc la Commission européenne va présenter un Chips Act en 2022, et Thierry Breton en parle plutôt comme d'un enjeu de souveraineté géopolitique, un enjeu d'équilibre des pouvoirs. Donc l'objectif, il a pas tort. Ah bah, il a absolument pas tort, hein, ça c'est clair et net, hein, c'est d'une importance capitale, hein, actuellement, donc clairement. Et puis voilà, donc l'objectif c'est quoi? C'est de doubler les capacités de l'Union européenne pour atteindre les 20% en 2030. Donc pour ça, investissement massif, assouplissement des règles de la concurrence, préférence européenne en cas de crise. Bon, ce sera déjà très bien si on y arrive à 20%. Bon, par contre, pour l'indépendance technologique, personne n'y croit. Margrethe Vestager a même dit explicitement, c'est pas jouable. Bon, la raison, c'est très simple, hein. TSMC, à lui tout seul, hein, c'est plus de 30 milliards d'investissements par an. Et on peut pas espérer créer une industrie de semi-conducteurs compétitive à moins de 150 milliards sur 5 ans. Et les chances de succès sont très faibles. Donc Margaret, après un rire nerveux de 17 minutes, a dit non, no chance, non. Donc, si concurrencer Intel ou Samsung en partant de ce qu'on a là en Europe est virtuellement pas possible, on peut quand même largement améliorer la situation locale. Il ne faut pas non plus jeter l'éponge du tout, hein, parce qu'on peut promouvoir des usines spécialisées dans des secteurs où justement on produit en Europe, et par exemple dans l'automobile. Un bon exemple, c'est parce que les voitures justement ont besoin de circuits. Elles ont besoin de puces, hein, mais elles n'utilisent pas des puces ultra haut de gamme pour autant. Tu vois, donc avoir des usines qui produisent des puces mainstream, on va dire, hein, voilà, pour des voitures, pour de l'électroménager, pour l'internet des objets, ça c'est jouable. Avec ce qu'on appelle des legacy process, quoi, c'est-à-dire des process qui sont anciens, qui sont pas suffisants pour faire du calcul de performance, mais qui sont largement suffisants pour les usages spécifiques, et qui comme ça, et qui ruisselle quelque part, hein, voilà, le haut de gamme devient le milieu de gamme, puis l'entrée de gamme, et cette entrée de gamme, il peut être utilisé. Ça, c'est quand même jouable en Europe, et ça éviterait d'avoir des usines à l'arrêt parce qu'il y a plus de place, parce qu'il y a plus de place dans les conteneurs, ou qu'il y a une usine chinoise en confinement, ou ce genre de truc, tu vois. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Après, il faut s'y mettre avant que tout soit racheté par les Asiatiques. Une stratégie assez réaliste, du coup, qui pourrait se mettre en place, mais pas trop d'ambition, mollo quand même. Du côté des Asiatiques, Guillaume, on a Samsung, sur lequel tu voulais souligner le fait qu'ils veulent pas les clients, ils les achètent. Oui, parce que je dis pas au hasard, racheté par les Asiatiques, je dis pas ça, c'est pas une blague, ou je dis pas ça au hasard en fait, hein, c'est juste une allusion à Samsung, qui est le rival direct de TSMC, et qui, pour maintenir sa position, voire doubler son concurrent, semble prêt à puiser dans son trésor de guerre, non seulement pour investir, mais aussi pour racheter d'autres boîtes. Donc Samsung a 100 milliards disponibles à peu près, et donc il doit investir dans son business, bien sûr, hein, renouveler tout ça, construire de nouvelles usines. Donc celle du Texas coûte 17 milliards déjà. Après, il a aussi reçu 4 milliards d'aides de l'État. Hein. Donc ça rentrera dans le Chips Act américain. Le Chips Act américain, c'est 39 milliards pour promouvoir l'électronique américaine, l'électronique sur le sol américain, sur 5 ans. Donc il lui reste quand même grosso modo une bonne trentaine de milliards.
qu'il va utiliser pour racheter d'autres fondeurs, d'autres boîtes, pour diversifier son offre, et puis aussi, éventuellement, pour couper l'herbe sous les pieds de TSMC, qui rachèterait pour racheter directement ses clients, en fait. Et du coup, ce sera plus ses clients. Alors, selon Business Korea, Samsung aurait en tête plusieurs cibles bien déterminées, et c'est des cibles qui peuvent inquiéter, parce que parmi les cibles, il y a NXP, et NXP, ex-Philips, c'est une boîte hollandaise, et c'est un leader des puces pour voitures, c'est un des inventeurs du NFC, il fait des puces pour décodeurs TV, pour domotique, etc. Donc on parlait de souveraineté nationale, bravo si NXP est acheté par Samsung, tu vois. Et ce n'est pas une première, parce qu'NXP a failli être acheté par Qualcomm, mais ça s'est pas fait finalement. Donc NXP, c'est pas le seul sur la liste, il y a aussi Infineon, qui est une boîte allemande, et ST Microelectronics, qui est une boîte suisse. Donc oui, peut-être finalement qu'un Chips Act, c'est pas trop du luxe, tu vois, parce que, bon, voilà, il y a quand même des dangers, quoi. Bon, après, ne vous inquiétez pas, Samsung lorgne aussi sur des perles tech qui sont pas... il reste pas que sur les perles tech qui nous restent, hein. Il y a aussi Renaissance Japan qui pourrait être racheté, il y a aussi le business microcontrôleur de Texas Instruments, voilà, il y a plein de choix. Il y a que l'embarras du choix. De toute façon, quand on a autant d'argent, on trouve toujours à acheter, je pense. Guillaume, il y a quelques jours, on était en plein Snapdragon Tech Summit avec des présentations donc de Snapdragon. À commencer par le nouveau 8 Gen 1, c'est ça, il change un petit peu de nom maintenant, Guillaume. Ouais, Qualcomm a annoncé un nouveau processeur super trop top génial pour téléphone Android haut de gamme. Donc, faut changer de nom. De 2022. Et donc, il faut changer de nom, mais cette fois, il a appelé effectivement le Snapdragon 8 Gen 1, donc Generation 1. Alors, les assidus de la tech auront remarqué un changement de branding, puisque son prédécesseur était le Snapdragon 888. Oui, il y avait toujours des 8, enfin 3 chiffres. Voilà, quoi. et au lieu de s'appeler le 898, non, pas du tout, simplifiant Snapdragon 8 Gen 1, qui se targue bien sûr d'être plus mieux, d'avoir 20% de performance en plus, que ce vieux 888 tout vieux. Donc la puce flambant neuve a une architecture tout en ARM V9. Donc c'est du Cortex. Alors il y a un Cortex X2 à 3 GHz, 3 Cortex A710 à 2,5 et 4 A510 à 1,8. Le tout gravé en 4 nanomètres. Devine par qui ? TSMC. Eh bien on ne sait pas. Ah. On ne sait pas. Non mais en fait, on ne sait pas parce que... On m'a tendu un piège. Qualcomm, en fait, on sait rien, c'est pas vraiment un piège parce qu'on ne sait pas. Qualcomm voulait faire appel à Samsung parce que justement, il voulait avoir les meilleurs process de Samsung plutôt que les process de seconde zone de TSMC parce que le haut de gamme était trusté par Apple. Mais les rendements 4 nanomètres Samsung sont encore faibles. Du coup, il se peut que TSMC vienne à la rescousse. Donc finalement, t'as peut-être raison, oui, ça sera peut-être gravé par TSMC. Comment est-ce qu'on pourra le savoir, ça, quand même Non, mais on le saura tôt ou tard. Oui, ça sera officiel à un moment. En tout cas, c'est une puce triple cluster, donc avec un gros cœur donc pour les charges lourdes. Bah, typiquement, quand vous allez sur Internet, ce genre de truc. Il y a 3 cœurs moyens pour le tout venant, un petit peu, puis il y a 4 petits cœurs pour le léger, les tâches de fond en particulier. Et donc, évidemment, on a aussi une nouvelle GPU, nouvelle Adreno, 30% meilleure que l'ancienne, le support du Wi-Fi 6E, le nouveau modem X65, supporterait des débits théoriques, tout théoriques, de 10 gigabits par seconde. Et si on regarde la puce, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, si tu regardes le dessin de la puce, finalement, ce qui prend le plus de place, c'est en gros les Spectra et les hexagones. Donc les coprocesseurs Spectra et Hexagon. Et en fait, Hexagon, c'est la puce responsable de l'accélération de l'IA. Donc elle a été multipliée par 4, la vitesse a été multipliée par 4 par rapport à la génération d'avant. Et Spectra, c'est l'ISP, c'est le processeur pour la photo. Et sur le papier, il envoie du bois. Ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire, c'est du genre 240 photos en 12 mégapixels par seconde. Tu peux filmer en 8K HDR et prendre des photos en 64 mégapixels en même temps. Donc voilà, un débit monstrueux de 3 gigapixels par seconde. On peut faire du coup, évidemment, ça ouvre plein de trucs. Tu peux faire par exemple plein de clichés simultanés, ou quasi simultanés, pour améliorer une photo en faible lumière, donc en mode nuit. Évidemment, tu as des fonctions de suivi de visage, des filtres, l'exposition automatique, forcément. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est il y a une partie de cette ISP qui donc est destinée à une fonction qui a fait couler pas mal d'encre. C'est la partie qui est censée s'occuper de la dernière idée de Qualcomm, c'est la caméra allumée en permanence. Donc, et ça, je sais que ça te réjouit d'avance. C'est vraiment une excellente idée pour toi. Moi, ça m'a... alors, c'est une caméra always on, comme sont les micros actuellement, comme pratiquement les micros de tous les téléphones le sont actuellement. C'est une extension directe du concept. Aujourd'hui, tu peux hurler « Ok Google, cherche comment faire disparaître un corps ». Bon, c'est pas très discret. Pourquoi cette question ? On va le dire, c'est pas très discret.
Alors que demain, tu pourras regarder ton téléphone qui est en veille comme ça éteint, il va se déverrouiller tout seul en te voyant, et puis tu pourras chercher les acides qui vont bien sur Internet, et si jamais quelqu'un essaye de voir ce que tu fais par-dessus ton épaule, l'image peut se flouter d'elle-même, pour préserver ton intimité. Non mais c'est vrai quoi, malotru. Donc tout ça pour être configuré bien sûr, tu peux choisir ce que tu veux faire, etc. Mais un tel scénario est possible grâce au Snapdragon 8 et à ces ISP. Alors, et ça n'a pas manqué de susciter quelques réactions inquiètes à l'idée qu'un smartphone ne fait plus seulement que t'écouter en permanence, mais qu'en plus il te regarde, toi évidemment et tout ce qui t'entoure. Alors, faut tout de même préciser que justement, il ne s'agit pas d'enregistrer ni de transmettre quoi que ce soit. Comme les téléphones qui écoutent, entre guillemets, en permanence, dans l'attente d'un mot-clé, la caméra regarde et analyse ce qu'elle voit dans l'attente aussi d'un signal, qui est le plus souvent ta tronche, tout simplement. Donc comme avec les mots-clés, tout est fait en local. La caméra, une partie de l'ISP et de l'hexagone vont travailler en sourdine pour savoir s'il te voit, et c'est tout. Pas de cloud, pas d'enregistrement, parce que ça sert à rien en fait, c'est inutile dans ce cas. Tout fonctionnera aussi bien sans réseau du tout d'ailleurs. Oui, ça fonctionne même beaucoup plus vite sans avoir envoyé les infos. Ça fonctionne. D'ailleurs, c'est même utile d'avoir une trop bonne résolution. C'est limité à 640 par 480, quelle que soit la taille du capteur, parce que tout simplement, ça économise bêtement de l'énergie. Vous avez moins de résolution, moins de données à traiter, tout bénef. Donc techniquement, la caméra Always On, c'est exactement comme le micro Always On, juste avec plus de données à analyser. C'est exactement ça. Donc en fait, si tu t'inquiètes, il faut t'inquiéter pour les deux ou pas du tout. Donc on peut toujours imaginer des détournements, bien sûr, et que les gens puissent détourner ce genre de fonction, mais c'est une question de confiance dans la sécurité mise en place par Qualcomm pour que ce soit pas possible. Mais c'est pareil pour les autres constructeurs de toute façon. Et puis il y a déjà des machins, je suis pas un spécialiste des machins connectés comme les Portal ou les Google machins là que tu mets chez toi. Mais je suis à peu près persuadé qu'il y en a qui ont déjà des caméras qui te regardent et qui réagissent si tu es devant, etc. Tu vois. Après, voilà, c'est une question de confiance que t'as dans le constructeur aussi beaucoup. Psychologiquement, je pense aussi que c'est pas la même chose d'être écouté et regardé en permanence, je sais pas. Peut-être il y a ça aussi. Bon, tu me dis, moi, honnêtement, de toute façon, je me sers déjà jamais de l'assistant Google. Je le désactive. Je pense que je désactiverai tout et que ça économisera toujours un peu d'autonomie. Et puis voilà quoi, tu vois. Voilà, peut-être que j'y prendrai goût, je sais pas. Je sais pas toi ce que t'en penses de ce genre de truc. Oh, alors à chaud, moi j'étais pas hyper emballé, mais comme on peut ne pas être hyper emballé par le fait d'être écouté tout le temps, moi ça fait partie des fonctionnalités que je peux être amené à utiliser, donc pourquoi pas, mais encore faut-il avoir le cas d'usage pertinent, et vraiment avoir, encore une fois, comme tu le décris, les garanties de sécurité qui vont bien, qui sont jamais parfaites, qui peuvent être jamais garanties à 100%, qui peuvent avoir des détournements, mais c'est vrai que quand tu rappelles, encore une fois, les résolutions prises en cause, probablement aussi les niveaux de couleur, enfin tous les détails qu'on peut imaginer, il est peu probable que ça puisse servir à des détournements massifs d'informations qui seraient regardées. Je crois que t'as mis le doigt aussi sur un truc important, c'est que l'être humain, à mon avis, il est encore plus sensible au fait d'être observé tout le temps que d'être écouté tout le temps, je pense. Mais bon. Bah écoute, ouais, bon, voilà, c'était une idée qui a fait couler beaucoup d'encre. Après, bon, pour conclure avec Qualcomm, parce qu'il y avait, comme tu disais, il y avait pas mal d'annonces, mais bon, ils ont aussi annoncé les 8CX Gen 3, qui sont donc la 3e itération des puces pour PC portable. Donc c'est une annonce qui déchaînera pas les foules, franchement. Alors pourtant, ils proposent presque 2 fois les performances de la Gen 2, donc c'est quand même pas mal. Bah alors. Mais bon, le problème, c'est qu'on part de bas, et que depuis, il y a eu les puces M1 d'Apple qui sont tellement au-dessus que les Gen 3... 2 fois bof, ça fait bof, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait bof, et pas bof carré, attention, bof. Donc voilà, donc les Gen 3, franchement, c'est un bouche-trou avant le vrai plat de résistance, qui seront les plus Nuvia pour 2023, et qui, elles, par contre, seraient potentiellement compétitives. Donc là, ça serait nettement plus intéressant. Mais bon, Qualcomm a aussi des puces moins chères, donc encore moins puissantes, mais bon, évidemment, pour les entrées de gamme, c'est les 7C Gen 3, donc pour les Chromebooks, globalement, ou assimilés. Et puis pour être bien certain de ratisser tous les marchés, ils ont aussi le G3X, qui est une puce dédiée au gaming. Enfin, c'est ce qu'ils disent à défaut de dire ce que c'est, parce qu'en fait, ils disent pas ce que c'est, le mystère plane bizarrement autour de cette puce. Ça a été Je teasé, comprends pas bien pourquoi, si c'est le plus probable, c'est que ce soit un recyclage d'une ancienne puce mobile en vrai, et que dit comme ça, c'est pas très vendeur, alors que dit c'est un G3X plutôt que c'est pas un 888 rebrandé, c'est peut-être plus sexy. En tout cas, Razer a fait un proto de console viteuf et autour de ça. Et bon, ça tient la route, mais voilà, on n'a pas encore assez d'infos à mon goût, donc le proto d'ailleurs est considéré comme un kit de développement, donc on verra plus tard.
Ouais, c'est effectivement présenté comme étant un kit de développement pour tester des choses plutôt qu'une console que vous verriez entre vos mains dans votre salon à l'avenir. Merci beaucoup Guillaume pour ce supplément du week-end. On espère que ça vous a intéressé. Vous êtes quelques-uns à nous dire que vous appréciez ce rendez-vous et que vous appréciez le fait d'avoir des épisodes comme ça complémentaires le week-end, alors qu'il y a parfois un petit peu plus le désert des sorties podcastiques. Si c'est le cas, dites-le nous. Ça fait évidemment toujours très très plaisir et ça nous encouragera à continuer, que ce soit sur des formats de news complémentaires au Tech Café hebdomadaire ou sur des thématiques comme on a déjà pu les aborder. Je sais que vous aviez aussi beaucoup apprécié l'épisode week-end qu'on avait sorti sur les formations pour un développeur. Il y aura probablement d'autres sujets comme ça à l'avenir. En attendant, si vous voulez vraiment la crème de la crème des news de cette semaine, c'est l'épisode précédent de Tech Café qu'il fallait écouter, mais on est ravis que vous nous ayez suivis pour cet épisode. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de week-end et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? J'ai oublié de te demander en cette fin d'épisode de week-end. Oui, c'est vrai, ça m'aurait fait des vacances. Tu n'y couperas pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume? Il y a bien quelque part où on peut te retrouver. À mon avis, on se retrouvera racheté par Samsung assez rapidement. Ça peut être comme ça. Vu le cash qu'ils ont, ils vont arriver à te proposer un tarif qui conviendra à tes attentes. Il pourrait racheter Tech Café, tu vois. Ça ils peuvent proposer en tout cas. Oui, ça diversifierait profondément. C'est sûr. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.